On va aller à Bakhmout, les choses semblent bouger. Valérie Nataf est avec nous. Valérie, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. L'ambassadeur Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, est également toujours présent sur ce plateau, ainsi que Jean-François Boutors, essayiste spécialiste de la Russie. Nadejda Koutepova, merci d'être avec nous. Vous êtes réfugiée politique russe et membre de l'association Russie Liberté. Et Charline Hurel, reporter de guerre, merci d'être avec nous. Charline, reporter pour la rédaction de LCI. C'est toujours très dur à Bakhmout, toujours. Que se passe-t-il, notamment dans cette fameuse usine Azom, au nord de la ville? On va pouvoir en parler ensemble. Florence de Juvigny, vous êtes sur place. Il semblerait, j'emploie le conditionnel, parce que Charline a des infos à nous donner, il semblerait que des Russes l'aient investie, cette usine, déjà? Les hommes de Wagner ont publié sur les réseaux sociaux des photos d'eux à l'intérieur du complexe industriel Azom. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une intrusion ou d'une occupation? Côté russe, on parle d'une prise de contrôle du site. Côté ukrainien, on nous donne une version un petit peu différente. Il nous parle d'un assaut russe qui aurait été repoussé par les forces ukrainiennes dès 10h ce matin. En fait, ce site, c'est une usine métallurgique avec un réseau souterrain extrêmement vaste, donc à l'abri des bombardements, et une source d'eau. Ce qui fait que les Ukrainiens espéraient à un moment l'utiliser comme forteresse, puis c'est un site extrêmement vaste, plus d'1 kilomètre carré. Donc on peut imaginer qu'en situation de combat, la progression à l'intérieur soit extrêmement lente, extrêmement difficile. Et puis surtout, c'est un accès direct au centre-ville de Bakhmout, parce que le site se situe juste à l'ouest de la rivière qui traverse la ville. Et cette rivière, jusqu'alors, les Russes n'arrivaient pas à la franchir. Florence de Juvigny, dans les environs de Kramatorsk. Je voudrais que vous écoutiez ces militaires de Wagner dans cette usine. On a vu les images là dont nous parlait Florence il y a un instant. Écoutez ces miliciens, plus exactement, plutôt que militaires. L'Ukraine annonce qu'elle a très peu de munitions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Comment peut-on dire que c'est faux alors que leur artillerie nous frappe tous les jours? Ils reçoivent des munitions, énormément de munitions. Ils sont en train d'en recevoir encore plus. L'armée ukrainienne frappe beaucoup. Elle frappe très très fort. Voilà, et on va voir dans un instant que peut-être qu'effectivement les renforts sont en train d'arriver. Là aussi, ce sont les Russes qui nous donnent des infos. D'abord, Charline, je me tourne vers vous. On avait des infos ce matin nous disant que des centaines de militaires ukrainiens, peut-être jusqu'à 500, étaient bloqués dans cette usine Azom. Vous avez des infos là-dessus? Alors, il n'y a pas de confirmation ni de réfutation de la part des militaires, mais je me suis entretenue avec plusieurs brigades qui sont actuellement à Bakhmout. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça paraît hautement improbable. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette usine, c'était en effet une ancienne position ukrainienne. Il y a des semaines de cela. Il y a une stratégie au sein de l'armée ukrainienne, c'est qu'on ne réinvestit pas des positions qui ont déjà été gardées. Par ailleurs, donc il y avait aussi la police à un moment donné qui était dans cette usine, c'était son siège. La police est partie, tout le monde est parti. Il y avait cet ordre de l'armée ukrainienne de dire que les militaires ne se mettaient pas à l'intérieur, que seules certaines troupes d'unités spéciales pouvaient y aller. Je me suis entretenue avec un militaire qui faisait partie de cette unité de force spéciale et qui m'a dit que c'était extrêmement compliqué à évoluer dedans. En effet, vous les avez vu ces images, l'usine est en ruine. Aujourd'hui, les Ukrainiens évoluaient de nuit, c'était impossible de se frayer un chemin dans cette usine. Cette usine était aussi sous le feu de l'artillerie russe et des balles de sniper. Bref, avec tous ces éléments, il y a un constat de la part de tous ces militaires. Ce serait complètement inconscient d'aller mettre des positions ukrainiennes aujourd'hui dans cette usine. Très intéressant. Donc quand on met ça en parallèle avec ce que nous dit ce militaire, justement, disant qu'ils sont bombardés tous les jours par les Ukrainiens, effectivement, c'est intéressant. Une précision, ce cadrage, cette image-là qu'on nous envoie de ce militaire ukrainien, ça nous a rappelé quelque chose, la visite de Volodymyr Zelensky il y a quelques semaines dans cette usine qui était photographiée exactement au même endroit. Bon, alors à l'époque, effectivement, elle n'avait pas été pilonnée à ce point. Il y avait encore quelques murs debout, mais en tout cas, c'est intéressant. Comment on peut analyser ça? Ce serait une façon de fixer les Russes, finalement? On parlait des Russes tout à l'heure.
faire croire aux Russes qu'il y a des militaires encore dedans, dans ces souterrains, parce qu'il y a beaucoup de souterrains. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est d'où vient cette information, entre guillemets, qui n'en est pas une aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi... cette usine, elle est étrangement placée. Moi, j'ai été aux abords de l'usine, donc je vois très bien où elle est dans la ville. Ce serait évidemment comme un piège à souris d'aller avoir des militaires au sein de cette usine et ensuite, en effet, avec cette artillerie ukrainienne, d'aller pouvoir tirer dessus. Inconscient, en tout cas, d'aller mener des combats urbains, et c'est-à-dire corps à corps dans cette usine. Alors, les Russes, décidément, communiquent beaucoup, puisque tout à l'heure, ils nous disaient que les militaires se massaient à Kherson. Aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ont investi cette usine. Et puis, ils nous disent également, et ça, c'est une info de l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, dont on parle beaucoup et dont on s'inspire beaucoup, parce que les informations sont évidemment extrêmement fiables. Des sources russes ont averti que les forces ukrainiennes se massaient près de Bakhmout en préparation d'une contre-attaque pour briser le blocus de la ville par Wagner. Un blogueur a déclaré que les forces de l'Ukraine avaient mené des contre-attaques le long de la ligne Klishivka-Chassiviar à l'ouest de Bakhmout le 13 mars. On se demandait, Jean-François Boutors, où étaient passés ces renforts annoncés par Volodymyr Zelensky pour ce qui concerne Bakhmout. Manifestement, les Russes commencent à les voir arriver. Ils le disent. Moi, je pense toutes ces informations avec une prudence de chiot, parce que, encore une fois, chacun communique parce que ça l'intéresse de communiquer. On a tous les jours des images de Bakhmout qui viennent de Wagner. Il faut animer la scène, si j'ose dire. Il n'y a pas un jour sans rien. Mais ça fait des semaines et des semaines et des semaines. Si on avait cru Prigojine il y a un mois, tout Bakhmout serait déjà tombé. Bien sûr. Donc, moi, je prends ça avec beaucoup de prudence. Ce qui est avéré, c'est que ça fait beaucoup de morts du côté des Russes. Ce qui est avéré, c'est que les troupes de Wagner, pour avancer, ont engagé non plus, de la vaille-taille, mais ces forces vives, c'est-à-dire en fait des contractuels qui sont des vétérans, des professionnels, qui sont des pros, et que là ils y laissent une partie de leurs plumes. Et ce qui est avéré, c'est que Prigojine ne cesse de réclamer des munitions, ce qui laisse entendre qu'il est en délicatesse avec ceux qui devraient lui fournir. C'est la seule chose qu'on peut dire, sur laquelle on peut se tenir. Pour le reste, vraiment, moi, je serais d'une prudence très très grande. En plus, il n'y a aucune raison que les Ukrainiens dévoilent maintenant ce qu'ils vont faire et qu'ils expliquent aux Russes, attendez-nous, dans 5 minutes, on est là. Non, c'est pas possible. Comment vous analysez cette séquence-là, Nadejda Koutepova ? Je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut communiquer quelque chose, que quelque chose passe là-bas. Oui. Je voudrais rappeler que la semaine qui est venue a été remarquée par plusieurs vidéos des mobilisés, des gens qui sont côté russe dans cette zone, qui se plaignent toujours que nous avons mal préparé, nous étions promis aller au Teroborona et maintenant finalement on est en avance de toute l'armée et on ne voit pas effectivement, on les a entendus, et on n'a pas je ne vois pas aucune information de vidéo en tout cas. Qu'est-ce qui se passe dans des unités russes? Et c'est un peu comme une mise en scène que vous pouvez regarder la guerre, parce que même les Russes ont subi la propagande, ils regardent toujours des ressources différentes et ça leur donne un peu une image. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et peut-être aussi, ils ne montent pas l'armée étatique, car l'idée principale du gouvernement russe et du ministère de Défense, qu'ils ne participent pas. C'est Wagner qui participe, vous savez, et des républiques séparatistes qui participent. Mais c'est ça, c'est intéressant, Claude Blanche-Maison. C'est vrai, on peut l'évoquer également. On assiste à Bakhmout à un affrontement interne, si j'ose dire. Toutes ces images qui nous viennent des Russes sont des images de Wagner. Même les troupes de l'armée régulière déployées ailleurs, on n'a jamais aucune image, aucune communication de l'état-major russe, rien du tout. Oui, il y a plusieurs guerres à Bakhmout, y compris le combat politique de Prigojine. Il est évidemment en difficulté, c'est pour ça qu'il communique tous les jours. Parfois, il dit n'importe quoi, mais ce qui est vrai, c'est probablement qu'en effet, il a manqué de munitions. D'ailleurs, l'une de ces vidéos a provoqué l'arrivée des munitions. Mais les gens de Wagner disent encore les Ukrainiens reçoivent beaucoup de munitions, nous très peu. Quand il dit qu'il y a des troupes ukrainiennes qui se massent pour aller au secours de Bakhmout, eh bien, il annonce sa défaite. C'est-à-dire que ça ne sera pas étonnant
puisque les Ukrainiens se massent et que lui ne reçoit pas d'aide de l'armée régulière ni de son ami Poutine. Donc il prépare en effet, à mon avis, sa véritable défaite. C'est un bon signe. Oui, non, mais c'est certainement un bon signe, d'autant que Volodymyr Zelensky a fait une réunion ce matin avec son état-major et dans laquelle il a tamponné une nouvelle fois le fait qu'on n'allait pas partir de Bakhmout. C'est ce qu'il dit, on va y rester et continuer le combat là-bas. Donc, pas du tout question d'abandonner la ville.